Bonjour à tous et bienvenue au webinaire des Rendez-vous des territoires, qui est aujourd'hui dédié plutôt à la consultation nationale, qui s'appelle Transformation numérique des collectivités territoriales. Et donc, nous serons toutes les deux, avec Bérangère Ojard et moi-même, Marine Choquin, avec vous pendant 45 minutes, avec l'objectif de pouvoir répondre à toutes vos questions et de vous détailler à la fois la méthode, les ambitions et la suite de cette consultation. Avant toute chose, sachez que vous avez un onglet qui s'appelle l'onglet questions, dans lequel il est préférable de mettre vos questions et non pas dans le chat. Comme ça, on pourra les traiter au fil de l'eau. Est-ce que donc, Bérangère, tu peux nous parler déjà de l'ambition de cette consultation? Oui, complètement. Donc, cette consultation nationale s'inscrit dans le volet du plan de relance transformation numérique des collectivités territoriales. Sachant que ce volet-là est divisé en plusieurs axes. Et donc, la consultation que nous pilotons au sein de l'incubateur des territoires concerne l'axe co-construction de services numériques. L'objectif de cette enveloppe de 30 millions, c'est de financer ou de construire des services numériques en open source qui seront utiles pour le plus grand nombre de collectivités territoriales. Et on va revenir rapidement sur les précédentes étapes de cette consultation, puisqu'elle s'est déroulée, et cette démarche va encore se dérouler selon 4 grandes étapes. La première étant celle qui s'est clôturée il y a maintenant 2 semaines, qui était la phase d'expression de participation de la part des collectivités, des groupements ou de porteurs de services existants, avec comme objectif de publier les besoins et les services numériques qui existent ou qui peuvent être mutualisables. Depuis le 15 mars, en interne, donc l'équipe de l'incubateur a synthétisé les propositions similaires, fusionné et regroupé un certain nombre de propositions. Et donc, nous entrons depuis hier dans la phase de soutien, et donc qui est une phase sur laquelle on reviendra dans un second temps. Mais là, ce qu'on va vous présenter tout d'abord, ça va être vraiment comment on a synthétisé la manière et la méthodologie qu'on a utilisée pour synthétiser les propositions et les regrouper. Au global, on a eu 476 propositions qui ont été publiées sur la plateforme. Ces 476 propositions, on les a regroupées sous 13 thématiques communes qu'on a un peu revues par rapport aux thématiques initiales. On a essayé de faire le plus possible de les préciser. Et donc, c'est celle qui s'affiche actuellement sur la slide. Donc, ça va de l'aménagement et de la gestion du patrimoine jusqu'à notamment une grosse thématique qui a mobilisé beaucoup de participation sur la gestion de la relation usagée, mais également l'outillage transverse des élus et des agents qui est revenu de manière assez importante sur la plateforme. Donc, vous pouvez voir sur ce tableau l'ensemble de ces thématiques et également le nombre de nouvelles propositions qui sont dans chacune de ces grandes catégories thématiques, puisque au global, nous avons fusionné et regroupé les 476 propositions en 67 nouvelles, et nous verrons également que certaines ont été, sur les 476, une partie a été réorientée. Donc 81 propositions ont été réorientées vers d'autres dispositifs, soit du plan de relance, donc vers les axes pilotés par la DTP ou la Direction internationale du numérique, mais également des réorientations vers des programmes de la NCT ou d'autres volets du plan de relance, notamment, je pense, à l'inclusion numérique, et également vers l'enveloppe pilotée par l'ANSSI autour de la sécurité des données et des réseaux. Et certaines remonteront même auprès des cabinets ministériels, puisqu'il y avait quelques propositions qui relevaient plutôt d'aspect normatif. Alors, il y a eu également 4 propositions qui ont été jugées inéligibles, soit parce que ça correspondait à des dépenses de personnel, soit parce qu'il s'agissait de propositions qui proposaient des financements d'accompagnement par des porteurs privés directement, ou encore un dispositif d'enseignement qui donc ont été écartés à ce stade. Parmi les réorientés, donc c'est ce dont je vous parlais à l'instant, il y a plusieurs grandes orientations qui ont été données à ces 81 propositions. Les premières concernent vraiment tout ce qui est piloté au sein de la NCT, que ce soit piloté d'ailleurs au sein de l'incubateur des territoires, et je pense notamment au programme national d'investigation, puisqu'il y aura une seconde promotion de ce programme qui permet en 9 à 12 semaines d'accompagner des collectivités territoriales
dans l'investigation de problématiques de politique publique. Nous avons également réorienté certaines propositions vers les programmes existants au sein de l'ANCT. Je pense notamment à Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui vise à soutenir notamment la création de tiers-lieux, puisqu'il y avait quelques propositions qui relevaient de la création de lieux et de l'ouverture de tiers-lieux. Nous avons également redirigé certaines propositions de matériel vers le programme Société numérique, puisqu'il pilote, dans le cadre de l'outillage d'acteurs de médiation numérique, un volet vraiment dédié au matériel informatique de ces personnes en situation d'accompagnement. D'autres propositions ont été réorientées là, cette fois, vers les autres dispositifs du volet et du fonds de transformation numérique des collectivités territoriales, avec notamment des accompagnements vraiment sur mesure qui correspondaient plutôt aux guichets territoriaux de la DETP notamment. Et puis il y avait également quelques propositions sur la formation des agents. Et là également, dans les guichets territoriaux, il y a tout un volet qui est dédié à la formation des agents au numérique. Je parlais également de l'ANSSI et du ministère de tutelle, puisque certaines propositions du coup relevaient plutôt du périmètre de l'ANSSI, et une proposition ou deux propositions, il me semble, seront remontées auprès des cabinets ministériels suite à leur catégorisation en matière d'évolution de certaines normes, de certaines règles législatives. Je vois qu'il y a des premières questions. Donc oui, vous aurez tout à fait la présentation après cette réunion, puisque nous l'enverrons à l'ensemble des participants et également à toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc vous aurez bien cette proposition-là. Alors, pour la question de Jean-Marie Bourgogne, il me semble que c'est aussi parce qu'à un moment, sur cette partie de la présentation, on dit que c'est un financement direct. Oui, alors en fait, il s'agit là vraiment, c'était du financement d'offres de services d'entreprises privées qui ne s'adressaient même pas nécessairement à des besoins des collectivités territoriales. Et donc, on a choisi d'écarter ces propositions en particulier, car elles ne semblaient pas rentrer exactement dans le cadre de la concertation. C'était pas directement fléché sur des services numériques à déployer, c'est de l'accompagnement privé. Donc, ouais, trop large et pas encore. À la limite, c'est peut-être des questions qu'on pourra approfondir quand on aura identifié les services numériques qui pourraient s'y rapporter. Mais donc, les associations de collectivités et structures de mutualisation n'ont pas été concernées par cette inéligibilité, puisque c'était d'autres acteurs qui ont été. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout est très transparent. Donc, sur la plateforme, vous pouvez voir à chaque fois les raisons, les réponses de chaque contribution. Il y a encore quelques réponses qui sont en cours de publication, mais tout est ouvert. Voilà. Et comme Marianne l'indique, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, c'est plus facile pour nous. On sera sûr de répondre à vos questions grâce à cette partie de l'application. J'en profite également pour répondre à une question qui a été posée dans le chat sur le fait qu'il y aura un replay. Effectivement, il y aura très certainement un replay, et donc qui sera accessible pareil à toutes les personnes qui se sont inscrites. Une autre question, alors, la redirection pour l'investissement matériel, avez-vous des exemples de besoins? Alors, est-ce qu'on a des exemples précis? Alors, pas forcément en tête, mais il y avait un certain nombre de propositions qui relevaient soit de tablettes numériques, notamment pour des ateliers de médiation numérique, soit de matériel informatique lors de sessions d'accompagnement et de médiation numérique auprès de publics. Et c'est donc ces propositions-là qu'on a renvoyées vers l'axe du plan de relance inclusion numérique, puisqu'il y aura une enveloppe dédiée à ce type de dépenses de matériel. Et donc, on a fait en sorte à chaque fois de donner, ou alors on va le faire d'ici le milieu de la semaine prochaine,
de donner une réponse à chacune des propositions qui ont eu lieu sur la plateforme, donc 476, de pouvoir leur donner de la visibilité sur la suite qui a été donnée. Et pour toutes celles qui ont été réorientées, donc toutes les informations pratiques seront également inscrites dans le cadre de la réponse. Alors, donc vous avez fusionné des propositions et créé des nouvelles, pris des soutiens des anciennes propositions non fusionnées. Alors, c'est une question alambiquée. Alors, en gros, on a pris en compte aussi ces soutiens-là quand on a fusionné, quand on a fait en sorte que les propositions à la fois énoncent les services, les besoins qui avaient été exprimés sur la plateforme. Ça a déjà été pris en compte en fait dans le travail de synthèse qu'on a fait. Et maintenant, ce sera plutôt des soutiens à la proposition de valeur, à l'idée de service numérique au global. Ce sera dans l'étape d'après qu'on pourra préciser les modalités. Après, les anciennes cartes restent consultables. Vous verrez que sur chaque nouvelle proposition, vous avez le lien de l'ancienne contribution qui reste visible avec les anciens soutiens. Et c'est vrai que pour le comité de sélection, on pourrait tout à fait faire apparaître les anciens soutiens. Tout à fait. Bonne idée. Très bonne suggestion. Alors, pourquoi le calendrier de vote a-t-il été revu? Alors, comme on vous l'a présenté, on a eu beaucoup de propositions et beaucoup de contributions, ce qui est plutôt quelque chose de positif, mais ce qui a entraîné de notre côté un petit peu plus de travail sur justement cette phase de fusion et de soutien, enfin plutôt de regroupement et de fusion des propositions, ce qui nous a amené du coup à y consacrer un temps un petit peu plus important pour être sûr de pouvoir le faire le mieux possible. Et par ailleurs, et là c'est peut-être parce que je vois qu'il y a aussi une question sur la phase de soutien, et donc ce que je vous propose, c'est que comme la suite de la présentation concerne vraiment cette phase de soutien, c'est qu'on vous présente cette phase et son déroulé, et qu'ensuite on puisse revenir sur les questions, sur les points qui mériteraient d'être éclaircis suite à cette petite présentation. Tout à fait. Donc cette phase va durer du 1er avril au 1er mai. Il y a quelques règles à connaître. Même si techniquement l'ensemble des acteurs peut voter, peut soutenir plusieurs fois une même proposition, c'est-à-dire dans une même collectivité, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui soutiendraient une même proposition. Simplement, nous, on sera en capacité en fait de ne comptabiliser qu'un seul soutien par collectivité, par proposition, pour soumettre toutes ces données-là au comité de sélection, qui va avoir lieu début mai. Chaque participant, qu'il soit agent ou élu, pourra soutenir plusieurs propositions qu'il juge prioritaires pour le développement de son territoire, ou des territoires au sens général. Et enfin, les soutiens qui émaneraient plutôt d'acteurs qui ne seraient pas de collectivité seront écartés et ne seront pas pris en compte par le comité de sélection. Comment retrouver votre proposition? Vous avez dans la plateforme une possibilité, une barre de recherche, de taper soit votre nom, soit un mot-clé. Donc là, vous le voyez, c'était plutôt place de marché, mais vous pourriez aussi peut-être mettre votre pseudonyme et retrouver la proposition d'origine. Nous sommes en train de créer tous les liens entre l'ancienne proposition et les nouvelles pour qu'à chaque fois vous puissiez bien voir avec transparence le travail qui a été fait. Et vous recevrez aussi un mail qui vous permettra d'accéder avec un lien à l'ensemble de ces propositions. Alors, sur les phases qui suivent, donc comme je vous l'indiquais, il va y avoir un comité de sélection le lundi 3 mai, qui est constitué à la fois d'associations de collectivités, d'élus, de la DINUM, de la DITP et de la NCT. Ça va permettre aussi de se coordonner et de bien s'articuler avec les autres programmes, en tout cas les autres enveloppes du plan France Relance, et puis des programmes de la NCT. Et dans un troisième temps, il sera possible pour les collectivités d'intégrer des groupes de travail en devenant territoire référent. Et dans ces groupes de travail, on va surtout analyser les besoins des territoires. Et en parallèle, l'incubateur des territoires va rencontrer les porteurs de services existants
afin de bien comprendre quelles sont les offres, les possibilités qui pourraient répondre à ces besoins qu'on aura étayés dans ces groupes de travail en parallèle. Toute cette phase-là, elle va se dérouler jusqu'au 30 juin. Donc, on aura 2 mois pour bien s'organiser, travailler avec chaque type d'acteur et avancer sur ces pistes de projets qui ont été, ces pistes de services numériques qui ont été présélectionnées par le comité tout début mai. Et on aura un deuxième comité de sélection qui aura lieu plutôt en début juillet et qui va vraiment valider des pistes qui ne seront du coup plus des pistes, mais ce sera des services de façon définitive. On dira, on pourra donner 6 mois, 1 an de feuille de route sur ces services-là avec des budgets afférents et des objectifs très clairs. Suivra tout le long du mois de juillet une période de conventionnement, de contractualisation. Et là, les modalités, on ne peut pas vous en dire encore plus. Il va falloir s'adapter à chaque situation en fonction des acteurs qui répondront justement parfaitement aux besoins qui ont été exprimés au cours de la consultation et de ces groupes de travail. Donc, on a à chaque fois un véhicule juridique qui sera intéressant. Est-ce que déjà à ce stade-là, Bérengère, on a des questions? Oui. Tout à fait. Alors, je propose qu'on reprenne du coup la question à laquelle on n'a pas répondu précédemment, la question de Bérengère Batio. Bonjour, je ne comprends pas exactement comment fonctionne la phase des soutiens. Qui peut soutenir? Qu'est-ce qui est pertinent? Pouvez-vous préciser les attendus? Merci et pardon pour le doublon. Alors, donc, du coup, comme le disait Marine, la phase de soutien, donc, elle a décrit la phase de soutien qui peut soutenir, donc ce sont les collectivités territoriales. Qu'est-ce qui est pertinent? Quels sont les attendus? En fait, c'est aussi pour ça qu'on a revu le calendrier. C'est aussi en se confrontant malheureusement aux limites techniques de la plateforme qu'on a choisie pour faire cette consultation, en se rendant compte qu'on n'était pas en mesure de techniquement pouvoir restreindre le vote uniquement à des collectivités territoriales ou uniquement à un acteur par collectivité territoriale qui est bien identifié, donc un représentant. Ce qui va donc se faire, c'est pour ça aussi qu'on a transformé de manière dans le vocabulaire, en tout cas cette phase de vote, en plutôt phase de soutien. Ce qu'on va faire, c'est donc du coup préciser les modalités, un peu les règles de jeu qu'a rappelé Marine. Et ensuite, une fois que tous les soutiens auront pu être émis sur la plateforme, on ne reprendra que un soutien par collectivité territoriale et donc par proposition. Et on pourra aussi publier la traçabilité de tout cela en montrant justement le nombre de collectivités, le nombre de porteurs par collectivité, et en montrant comment ont été faits les calculs qui vont être soumis au comité de sélection. En même temps, alors j'en fais une. Il faut donc comprendre qu'il ne reste maintenant que des projets fusionnés. Alors, tout à fait, vous allez retrouver sur la plateforme toutes les propositions qui ont été rassemblées dans des propositions de valeur, dans des propositions de services qui répondraient à des grandes problématiques de collectivité territoriale. Mais vous pourrez aussi voir des raisons pour lesquelles d'autres ont été jugés soit inéligibles, soit qui avaient le potentiel d'être réorientés et de bénéficier d'autres dispositifs plus adaptés et plus rapidement. Alors, on va reprendre du bas, je pense que ce sera peut-être plus simple pour ce suivi. Alors, bonjour. Au sein de notre territoire, une place de marché territorial de vente en ligne va être déployée au mois d'avril. L'implantation de casiers connectés en lien avec la plateforme peut-elle rentrer dans ce cadre? Exemple, le casier français. Alors, je suis navrée car je ne connais pas la solution du casier français, mais il me semble que c'est plutôt des infrastructures, en tout cas des équipements, et que donc ça ne rentre pas dans le cadre de la concertation, en l'occurrence de construction de services numériques. Mais la partie applicative pourrait l'être. Tout à fait. Alors, j'en ai une.
Le vote se fait par démarche simplifiée à partir d'une adresse mail ou d'un mot de passe. Comment allez-vous faire? Un nom de domaine, @mairie ou autre est donc obligatoire pour voter. Alors, comme l'indiquait Bérangère, techniquement, avec cette plateforme Decidim qu'on utilise, c'était pas possible de limiter l'accès à ce soutien. Donc, on va devoir faire un travail a posteriori. Et par ailleurs, on n'aurait pas pu limiter en fait, par des noms de domaines @mairie parce que toutes les collectivités n'ont pas d'adresse mail composée de la sorte. Donc, ça va être un travail de tâcheron. Mais on s'est un peu entraîné là, ces derniers temps avec cette consultation. Et on donnera toute cette traçabilité, évidemment. Quelles sont les associations de collectivités qui font partie du comité de sélection? Donc, parmi les associations de collectivités, il y a notamment l'Association des maires ruraux de France, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, les interconnectés France urbaine, la FNCCR, et également l'association Déclic, qui regroupe tous les opérateurs de mutualisation de collectivités territoriales. Et comme le disait Marine, il y aura également des élus, notamment certains qui siègent au conseil d'administration de la NCT et des représentants de chacune des administrations qui copilotent le volet transformation numérique des collectivités territoriales, à savoir également aux côtés de la NCT, la DINUM, la Direction interministérielle du numérique et la Direction interministérielle de la transformation publique. Alors, peut-être, Si une région, agglomération ou métropole poste un projet, les votes des collectivités de leur territoire comptent pour un. Alors non, le vote unitaire correspond bien à une collectivité. Donc, si plusieurs collectivités situées dans une seule et même région votent, chaque vote sera compté une fois. Voilà. Notre commune n'a pas le socle minimal cohérent pour un système d'information. Est-ce que l'accompagnement à cette démarche entre dans le scope de l'incubateur? Alors, a priori, quand on a eu ce type de demande, on l'a réorienté vers le guichet France Relance qui est animé et porté par la DITP, qui correspond beaucoup plus que la consultation nationale qui va plutôt être portée sur le développement de services numériques. Comment sont sélectionnés les sujets suite à la phase de vote? Comment départager deux projets ayant obtenu le même nombre de votes? Donc, suite à la phase de soutien, donc seront notamment donc, soumis au comité de sélection chacune des propositions qui ont été regroupées et donc qui sont présentes aujourd'hui dans la phase de soutien. Et chacune de ces propositions sera également présentée à ce comité avec le nombre de soutiens obtenus. Et donc, c'est sur cette base que pourra prendre la décision le comité de sélection. Et donc, c'est aussi via ce comité de sélection que certaines propositions ayant reçu le même nombre de votes pourront être sélectionnées ou en tout cas priorisées. Dommage que fonctionnaires et élus soient les seuls à choisir les projets sans participation d'expertise privée ou citoyenne. Alors, d'abord, il faut savoir que les acteurs privés ont pu contribuer à la consultation sur la première phase, ont pu justement enrichir le sourcing et identifier des services qui pourraient être intéressants pour les territoires. Et puis, par ailleurs, la NCT a plutôt en effet fait le choix de s'appuyer sur l'expertise terrain des collectivités, qui sont en proximité avec les citoyens sur les thématiques qu'elles portent, sur les champs d'action qu'elles approfondissent. Donc, c'est en effet un choix, c'est aussi une première consultation. Sachant que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que ce fonds de transformation numérique des collectivités territoriales s'adresse vraiment aux collectivités en tant que cible et donc en tant que c'est très important qu'on puisse recueillir l'ensemble des besoins. Pour autant, on sait aussi que l'expertise d'acteurs privés est aussi très importante. C'est bien pour cela qu'on a ouvert la consultation à ces acteurs-là dès le début.
Et c'est au moment des groupes de travail, et notamment pour tous ceux qui sont porteurs de services numériques, que leur expertise sera mobilisée au regard des besoins des collectivités territoriales. Je pense que c'est bien important d'avoir un peu ce prisme-là, d'avoir les besoins des collectivités et au regard de ces besoins, solliciter l'expertise privée, voire citoyenne. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de services plébiscités par les collectivités? Comment et par qui vont-elles être mises en œuvre? Alors, pour avoir quelques exemples, notamment de besoins ou de services qui ont été partagés par les collectivités territoriales, le mieux, c'est encore d'aller voir sur la plateforme mon.incubateur.nct.fr pour pouvoir avoir de la visibilité sur l'ensemble des services finalement qui ont été partagés par les collectivités territoriales. Et comment et par qui vont-elles être mises en œuvre? C'est bien tout l'objet de tout le travail qui sera mené au mois de mai et au mois de juin suite au premier comité de sélection qui permettra là de prioriser et de sélectionner les pistes sur lesquelles justement on va identifier comment et par qui on va mettre en œuvre ces services ou en tout cas répondre aux besoins qui ont été exprimés par les collectivités territoriales. Alors, si le vote se fait à l'échelle de la proposition regroupée, n'y a-t-il pas un bien pour les propositions très ciblées qui ne regroupent qu'un ou deux services proposés au lieu d'une dizaine? En fait, l'objectif là, c'est vraiment de prioriser des besoins des collectivités territoriales. Enfin, en fait, la phase de soutien, c'est pas de tant sélectionner le service pour les collectivités territoriales, mais plutôt de prioriser en fait les besoins qu'elles peuvent avoir. Donc, à ce stade, pour nous, c'est pas problématique de ne pas avoir une visibilité fine sur le service en question, mais plutôt sur les besoins. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un travail de regroupement pour nous qui représentait certains besoins qui pouvaient être similaires. Et c'est donc dans cette phase ensuite de groupe de travail, mais aussi de sollicitation d'expertise des porteurs de services, on pourra aller plus finement pour sélectionner les services qui, in fine, seront financés. Donc, 67 nouvelles propositions ont été rédigées. Avez-vous déjà réfléchi sur le volume de propositions retenues in fine? Il me semble avoir entendu qu'une dizaine de services seraient financés. Est-ce qu'on reste sur cet ordre de grandeur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on disait une dizaine, c'était notre objectif en soi, d'avoir une dizaine de services qui puissent fonctionner d'ores et déjà en 2021 et être utiles à un maximum de collectivités territoriales. Maintenant, on ne s'est jamais interdit de financer plus de services numériques. Et il est certain que 67, ça fait beaucoup. Et déjà, on a essayé de réduire au maximum pour que ça soit lisible et qu'on puisse continuer à travailler avec les collectivités dans cette consultation et à affiner les besoins. Ça va être un travail avec les comités de sélection de voir dans quelle mesure on peut prioriser une partie de ces propositions. Ça sera aussi en fonction des retours de collectivités, parce qu'en soi, on pourrait aussi faire le choix d'en financer beaucoup, mais sur des petits périmètres. Et ça, c'est une décision stratégique que le comité de sélection va devoir arbitrer. Tout à fait. Soutenir un regroupement implique-t-il une fusion de différents projets? Comme je le précisais précédemment, à ce stade, soutenir un regroupement, c'est plutôt prioriser ou en tout cas manifester un soutien pour le besoin qui est exprimé à travers ce regroupement. Il ne s'agit pas à ce stade encore de se dire qu'il va y avoir une fusion entre les différents projets. Et d'ailleurs, il est totalement envisageable que, in fine, un seul des différents services existants présents au sein des propositions, voire plusieurs, soient retenus. Donc, à ce stade, il ne s'agit pas de fusionner les différents projets, il s'agit vraiment de prioriser le besoin qui a été reformulé et regroupé pour justement prioriser ces besoins-là avant de choisir, sélectionner les différents services numériques qui seront financés ou construits. Les soutiens des collectivités sont-ils tous au même niveau, quelle que soit la taille de la collectivité? Oui. La réponse est ça. Oui.
Tu as le droit de faire une question aussi simple que celle-ci. Bérangère. Je ne comprends pas si on soutient un projet ou un regroupement fusion. En fait, on parle de... il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites sur la plateforme. Il y en a eu 476. Ces propositions initiales, elles ont été regroupées, plutôt regroupées d'ailleurs, au sein de 67 propositions, sans parler du coup de celles qui ont été réorientées ou les 4 inéligibles. Aujourd'hui, la phase de soutien porte sur ces nouvelles propositions, sur ces 67 nouvelles propositions. Donc, si on soutient, en tout cas, la phase de soutien concerne donc ces nouvelles propositions, ces 67 nouvelles propositions qui sont ici de regroupement de plusieurs propositions initiales. Donc, le soutien portera sur l'ensemble de ces regroupements de propositions initiales qui sont au nombre global et total de 67. Qui correspondent à 67 besoins de collectivités territoriales. Comment pourrons-nous proposer notre participation au groupe de travail si nous étions juste en soutien au départ? Alors, il n'y aura pas du tout en fait, de distinction entre... c'est pas parce que vous n'avez pas proposé et que vous avez juste soutenu une idée que vous ne pourrez pas faire partie de ces groupes de travail. Et il faut savoir que ces groupes de travail seront pensés pour que vous puissiez participer, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de ressources humaines en interne et de temps à dédier à ce type de projet. Je vois comment soutenir les 67 propositions, mais où faut-il aller concrètement pour voter? Alors en fait, ça revient un peu sur le choix qui a été fait de plutôt favoriser le fait de soutenir plutôt que de voter. Et donc il s'agit bien là de pouvoir soutenir via le bouton soutien que est en train de vous présenter Marine sur le partage d'écran. Et donc, en fait, cette phase de soutien s'effectue en allant sur une des propositions qui est issue de regroupement. Et là, il s'agit de cliquer sur le bouton à droite de soutenir, ce qui manifeste donc le soutien. Vous pensez pour parler de la distinction entre soutenir et suivre? Tout à fait. Alors, Marine, je te laisse la main là-dessus. Voilà. Alors, donc, soutenir, c'est que vous pensez que c'est une action prioritaire face à un besoin des collectivités territoriales. Suivre, ça vous permet d'être informé des changements de situation de cette proposition et des soutiens qui grandissent pour cette proposition. Tout à fait. Tac, tac, tac. Hop. Qui va concevoir, développer les nouveaux services ou mise à jour des services existants? Est-ce que l'incubateur fera appel à des prestataires tiers? Alors, comme le disait Marine, donc, il y aura plusieurs modalités en fait, de développement de nouveaux services ou de mise à jour d'ailleurs de services existants. Pour une partie, il y a des porteurs qui ont été identifiés dans les propositions et qui donc pourront être ceux qui vont finalement développer de nouvelles fonctionnalités ou effectuer des mises à jour sur les services existants. Il sera également possible que l'incubateur porte en interne la création d'un nouveau service numérique, auquel cas, effectivement, l'incubateur fera appel au marché public qui est là en matière de développement de services numériques et donc fera appel à des prestataires. Donc voilà, ça dépend vraiment en fait de savoir s'il y a aujourd'hui un service qui est existant, qui a été bien identifié et posté et publié sur la plateforme lors de la phase de consultation, ou s'il s'agit de la création d'un nouveau service. Je réponds aussi par écrit à certaines questions qui sont peut-être parfois redondantes ou similaires à des questions auxquelles on a déjà répondu. Alors, si une collectivité a fait plusieurs soutiens, quel sera le critère pour choisir le soutien retenu? Alors, il y a plusieurs possibilités dans cette question. Je vais les détailler pour être sûr de répondre de la manière la plus pertinente à cette question. Si une collectivité a fait plusieurs soutiens, donc soit elle a fait plusieurs soutiens sur une seule proposition, auquel cas on ne choisira qu'un seul soutien,
parmi l'ensemble des soutiens qui ont été apportés par sa collectivité territoriale, soit elle a émis plusieurs soutiens sur plusieurs propositions, et auquel cas, enfin, je veux dire, un soutien par proposition, et donc il sera tout à fait possible pour une collectivité de soutenir plusieurs propositions. Nous sommes assaillis. Alors, une question. Une fois les services développés, s'ils sont libres, est-ce que ça veut dire qu'ensuite les collectivités pourront les installer au sein de leur structure sans frais d'acquisition? Tout à fait, ça veut dire que ce sera du développement en code ouvert et que vous pourrez l'installer sur vos serveurs. Et on va aussi essayer, dans la majorité des cas, de proposer des services en mode SaaS où vous n'aurez pas forcément besoin de les installer, puisque toutes les collectivités ne peuvent pas prendre en charge cette installation sur leur serveur. D'un point de vue pratico-pratique, pour soutenir un service, une proposition, faut-il obligatoirement se créer un compte sur la plateforme? Eh bien, la réponse est oui, tout à fait. Sauf si vous avez déjà créé un compte, puisque si vous avez déjà participé ou soutenu une proposition lors de la première phase de la consultation. Après regroupement des projets, quelle action est attendue de notre part? Un argumentaire pour valoriser notre projet et les comparer entre eux. Alors, j'imagine qu'il s'agit là d'une question émanant d'un porteur de projet ou de service existant. Et donc, à ce stade-là, sur la phase de soutien, elle s'adresse vraiment aux collectivités territoriales, mais il s'agit là pour les collectivités de se positionner, de prioriser les propositions qui sont les plus pertinentes et qui répondent aux besoins les plus prégnants qu'elles peuvent avoir. Donc, c'est à ce stade la seule action qui est attendue lors de cette phase-là. Lors de la phase de groupe de travail qui débutera début mai, nous irons également à la rencontre des porteurs de services numériques existants sur les propositions qui ont été retenues et sélectionnées par le comité de sélection pour pouvoir justement comparer les services, mais aussi évaluer le fait de pouvoir répondre aux besoins des collectivités territoriales qui ont été exprimés lors des groupes de travail. Alors, n'y a-t-il pas un conflit d'intérêts quand un membre du comité propose des projets? Tout à fait, ça a été identifié comme, en tout cas, comme étant une possibilité. C'est pourquoi, comme lors d'autres comités de sélection ou d'autres jurys sur d'autres appels à projets, nous proposerons aux personnes du comité concernées eh bien de ne pas se positionner sur les propositions qui concernent des propositions, en tout cas qui incluent des propositions émanant de leurs membres, enfin de leur organisation, de leurs membres. Exactement. Pourquoi moi, je n'arrive pas à activer cette question? Je vais répondre. Alors, peut-être que je peux la retrouver. Voilà, super. Si tous les services au sein d'une même proposition retenue ne sont pas forcément financés, comment donc seront départagés les services fusionnés au sein d'une même proposition retenue? Donc, comme l'indiquait Bérangère, là, le plus important pour nous, c'est surtout d'identifier avec vous les besoins prioritaires. Et donc, tous les services et les idées qui contiennent, en fait, qui correspondent à ces besoins-là, permettent de bien comprendre en fait, des besoins. Mais ça sera au cours des groupes de travail qu'on va déjà bien mieux comprendre à la fois les besoins et puis en parallèle, quand on va interroger les porteurs de services, quelles sont les opportunités qui se présentent. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième comité de sélection. Ce comité de sélection-là va pouvoir statuer sur la modalité de réponse à ce besoin-là. Donc, on se laisse le temps de passer au fur et à mesure les propositions à des tamis successifs pour arriver sur à la fois des besoins bien identifiés et des réponses qui soient adéquates.
Alors, touc. Ah, pardon. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a énormément de questions qui n'ont pas été toutes traitées. On va peut-être devoir faire des choix, malheureusement. Et après, peut-être qu'on pourrait traiter toutes ces questions-là sous un autre forum. Ouais. Oui, ce qu'on vous propose, c'est que, comme on voit qu'on a un certain nombre de questions encore non répondues et que je pense que d'autres questions vont encore arriver d'ici à la fin de ce webinaire, c'est de pouvoir vous apporter par mail ensuite une réponse à chacune des questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre malheureusement. Je n'ai pas créé de proposition car elle existe déjà sur la plateforme, mais la proposition n'est pas dans ma région. Dois-je créer ma propre proposition liée à mon territoire? Non, puisque en tout cas, toutes les propositions telles qu'elles sont publiées aujourd'hui ne correspondent pas à un territoire ou à une collectivité ou à une région concernée. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir mutualiser justement les services qui seront financés et donc de pouvoir en faire bénéficier à d'autres acteurs. Donc non, à ce stade, il n'est pas pertinent de créer sa propre proposition liée à un territoire en particulier. J'autriche, je réponds aussi à des questions par écrit. Est-ce que les développements effectués et financés dans ce cadre seront reversés dans la communauté? Oui, ce sera le cas, et c'est ce que nous essayons, en tout cas, ce que nous efforcerons de préconiser aux différents acteurs et porteurs de services qui seront financés. Depuis le regroupement des 67 propositions, faut-il revoter ou bien les votes effectués jusqu'ici sont-ils comptabilisés? Alors, comme a répondu Marine précédemment, nous allons nous efforcer le plus possible de pouvoir comptabiliser ou en tout cas avoir une donnée ou de faire apparaître les soutiens qui ont déjà été effectués sur certaines propositions. Mais là, il s'agit bien dans cette nouvelle phase de soutenir les nouvelles propositions. C'est-à-dire qu'on pourra faire apparaître ces deux données-là, ces deux valeurs-là, mais que nous distinguerons bien pour le comité de sélection. En fait, tu cliques dessus, tu ne peux pas forcément répondre à Cela a peut-être été dit, lorsqu'une proposition est fusionnée, celle qui fait partie des 67 est signée, celle qui est postée par le compte proposition officielle. Alors, je ne suis pas sûre de répondre de la manière la plus pertinente à cette question, mais en tout cas, toutes les 67 propositions dont on vous parle depuis tout à l'heure sont des propositions qui ont été effectivement publiées par le compte proposition officielle. Si le projet est retenu, serons-nous associés à la création de l'outil ou n'aurons-nous qu'une solution clé en main sans personnalisation possible? Alors, c'est tout l'intérêt de l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé pour les territoires référents, puisque l'objectif de ce territoire référent, c'est bien d'être associé à une sorte de club utilisateur pour justement identifier le plus précisément possible les besoins de chaque collectivité territoriale pour y répondre le mieux possible et pour aussi sélectionner les services qui sont les plus pertinents au regard de ces besoins. Et l'objectif, c'est de créer des services numériques qui soient en marque blanche pour les collectivités territoriales. Donc personnalisables un maximum. Après, il est certain que c'est aussi le jeu de la mutualisation. On va essayer d'identifier des points communs au maximum et d'avoir le plus grand dénominateur commun positif pour les collectivités.
Alors, je vois qu'il y a une question pour trouver la liste des 67 propositions, donc je vais inscrire le lien directement en réponse à la question. Hop. Voilà. Alors oui, l'objectif, c'est d'aboutir à des outils numériques et des outils qui puissent être développés en code libre, un code ouvert, et donc vous pourrez tout à fait le télécharger sur le serveur, les modifier et puis le remettre au commun si le changement est idéal. Alors, il est 47, peut-être encore une ou deux questions. Oui. Quels seront les prérequis pour qu'une collectivité puisse se déclarer comme un territoire référent? Une collectivité pourra-t-elle se positionner sur plusieurs projets? Alors oui, ce sera possible donc, de se positionner sur plusieurs projets. Les prérequis et ainsi que l'ensemble des détails liés à cet appel à manifestation d'intérêt vont être précisés dans les prochaines semaines. Donc pendant cette phase de soutien, nous allons faire en sorte le plus possible de clarifier les attendus des prochaines étapes. Et donc, nous allons publier ça très prochainement sur la plateforme de concertation. Voilà. Dans le regroupement pour mon projet, il y a plusieurs autres projets très différents. Comment faire la jonction? Alors, l'objectif de ces regroupements, c'était bien entendu le plus possible pouvoir rassembler, regrouper des propositions qui se ressemblent. Il est probable et possible que sur certaines propositions initiales, il y ait un écart qui soit en tout cas important. L'objectif, ça va être lors des groupes de travail, le plus possible, de préciser finalement le plus possible les besoins sur ces différents projets pour faire en sorte qu'on distingue bien de besoins qui seraient assez différents. J'ai un problème d'affichage, je ne vois plus aucune question. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Alors. Pouvez-vous rappeler la procédure que vous mettez en place pour définir la personne en capacité de soutenir un groupement de projet au sein de cette collectivité? Merci. En fait, le choix qu'on a fait, c'est bien pour ça qu'on parle bien de soutien et non plus de vote, c'est qu'on savait qu'on risquait de ne pas pouvoir identifier finement la personne en légitimité et en capacité de soutenir ou de voter pour une proposition. C'est bien pour cela qu'on laisse ouverte techniquement la possibilité à plusieurs agents, plusieurs élus d'une collectivité de voter pour le même projet. Nous, le travail que nous allons faire derrière, c'est de ne retenir qu'un seul soutien. Donc finalement, faire en sorte le plus possible d'identifier au sein d'une collectivité la personne référente. Mais dans tous les cas, si jamais il y a plusieurs soutiens et que donc en interne n'a pas été effectué ce travail d'identification d'une personne, le nombre de votes supplémentaires, entre guillemets, sera soustrait à la liste finale et au nombre final de soutien. Alors, en tant que syndicat d'aménagement numérique, nous allons répertorier les besoins et les dispositifs de nos membres en termes de services numériques. Comment peut-on bénéficier alors de ces fonds? Va-t-on déposer un dossier sur le terme d'un projet qui sera retenu par la NCT? Alors, vous pourrez peut-être donc déjà vous manifester auprès de nous et qu'on puisse vous identifier comme un acteur qui répond à un des besoins précis qui a déjà été identifié lors de la première phase et qui là pourrait être priorisé lors de la deuxième. Et donc nous, on va réaliser des entretiens avec beaucoup d'acteurs qui correspondent à ces besoins.
et qui pourront être en fait leur proposition pour être soumise au comité de sélection, de même que les besoins qui auront été priorisés. Et encore une fois, en fonction des sujets, des projets, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de participations et très différentes d'acabit, très variées, on pourra avoir des formats différents, des formats juridiques différents, est-ce que c'est des marchés publics, est-ce que c'est des partenariats, tout cela, ce sera à faire vraiment en fonction de la proposition de valeur et des situations de chacun. Est-ce que les financements iront au territoire référent ou seront-ils fléchés au cas par cas par un curateur aux acteurs qui vont développer le service? C'est une très bonne question. Comme je le rappelais encore tout à l'heure, il y aura différentes modalités, différents acteurs qui vont développer, porter le service. Et d'ailleurs, parfois, ce sera potentiellement des groupements ou des collectivités territoriales. Donc, ces financements pourront aller à des collectivités territoriales ou à des porteurs de services, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Il est possible aussi qu'on consacre une partie de l'enveloppe de financement au déploiement des services dans les territoires référents. C'est un peu l'objectif des territoires référents, c'est de bénéficier en premier lieu de ces services numériques. Roger s'est fait expulser de son ordinateur. Je suis navrée. Malheureusement, on a eu un petit problème technique, c'est les aléas du direct. Et donc, j'étais en train de répondre à la question sur le financement. Est-ce qu'il va aller au territoire référent ou au porteur de services? Ce que j'expliquais, c'est que les financements vont permettre finalement aux porteurs de services numériques de développer des services numériques qui seront déployés en priorité dans les territoires référents. Et il y aura forcément plusieurs modalités de portage de ces services numériques, et parfois ce seront des groupements de collectivités, parfois des collectivités territoriales. Et donc, en fonction de cela, les financements iront donc potentiellement à la fois aux porteurs de services et à la fois à certains territoires référents. Bon, il est 14h55, je propose qu'on s'arrête là et qu'on fasse un retour par mail des questions qui restaient. Parce qu'on peut vous faire un. Ah, on chat. Alors, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Ce qu'on va faire, comme on a vu que ce temps-là n'était pas suffisant pour répondre à l'intégralité des questions, c'est de proposer peut-être un temps plus long pour le prochain webinaire qui aura lieu le 16 avril. On va faire en sorte d'ici là de répondre à toutes les questions qui ont été posées depuis le début du webinaire et auxquelles malheureusement on n'a pas pu répondre car pas vu ou pas pris en compte à temps. En tout cas, on vous remercie pour cette participation. Le replay sera disponible et nous vous enverrons également avec la réponse aux questions la présentation, le support de présentation qui vous a été présenté. Et n'hésitez pas donc à soutenir dès aujourd'hui sur la plateforme les projets, les propositions qui vous paraissent les plus pertinentes. Et surtout un bon week-end de Pâques. Très bon week-end à tous. Au revoir.